Bonjour Julien Bayou. Bonjour. Vous êtes secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts. Nous allons parler bien sûr de la campagne électorale présidentielle, de la déclaration hier de candidature ce matin dans tous les quotidiens de la presse régionale d'Emmanuel Macron, mais avant bien sûr l'Ukraine, la guerre. On a appris cette nuit qu'une bombe était tombée sur l'un des bâtiments, pas sur le cœur nucléaire, mais sur l'un des bâtiments de la centrale de Saporia en Ukraine, qui est la plus grande centrale d'Europe, un incendie qui serait maîtrisé. J'imagine, puisque la question du nucléaire est toujours très sensible dans le débat public et chez les écologistes, que cette information vous a interpellé. Oui, c'est absolument glaçant. On ne sait pas encore très bien si c'est un bombardement volontaire ou une manœuvre ou un incident. Et je crois que l'Agence internationale de l'énergie fera un point en début de matinée. Mais c'est glaçant. C'est-à-dire qu'on voit bien que ce qui se joue en Ukraine, on l'a dit, c'est la paix et la sécurité de toute l'Europe. Mais là, c'est extrêmement concret. Et on sait que Vladimir Poutine aime à jouer avec les peurs, avec les terreurs, pour en particulier des populations civiles locales. C'est ce qui s'était passé à Grozny, à Alep. On ne découvre pas que Vladimir Poutine est un dictateur ou un assassin ou un criminel de guerre. Et là, il y a un enjeu d'une réponse la plus ferme et la plus unie possible de toute l'Europe. Ce qui est acquis. Aujourd'hui, l'Europe est solidaire. Il y a d'ailleurs, je le dis parce qu'il peut intervenir sur l'antenne, une réunion actuellement des ministres des Affaires étrangères de l'OTAN, et il est prévu, annoncé, possible que Jean-Yves Le Drian prenne la parole. Donc on ne sait pas, évidemment, nous sommes attentifs à tout cela. Aujourd'hui, l'Europe est unie. Oui, la réponse de l'Europe est ferme et unie, et c'est une bonne surprise. Et on voit bien que c'est peut-être d'ailleurs ce dont on pourra débattre dans la campagne présidentielle, que les forces politiques qui nous disaient il faut plutôt faire un pas en arrière, les souverainistes, qui nous disaient la France sera plus grande sans l'Europe. Eh bien, en fait, on n'a rien compris au film. Peut-être. Ils sont désavoués par cette histoire, cette guerre. Profondément disqualifiés. Je pense aux soi-disant patriotes, aux soi-disant souverainistes d'extrême droite, qui finalement, le Front National ne survit que grâce à un prêt de 8 millions, 9 millions d'euros d'un oligarque russe, qui n'aurait d'ailleurs, je n'aurais pas le droit, pour Europe Écologie Les Verts, de faire le même prêt. C'était pour la campagne de 2017, visiblement, ce prêt qui continue à être remboursé. Jusqu'en 2028, et on ne sait pas très bien s'il en rembourse vraiment. Est-ce qu'on peut considérer le Front National comme un actif russe ? Vous voyez, on est sur ce niveau-là. Il y a une dépendance telle à l'étranger. En Autriche, l'extrême droite s'est retrouvée en fait prise la main dans le sac à traiter avec les services d'espionnage russes. Donc ces soi-disant patriotes qui disaient vouloir la grandeur de la France, en fait, étaient prêts à organiser sa vassalisation. Et donc la réponse de plus d'Europe et surtout d'engager la transition écologique, c'est le vrai moyen de l'indépendance. La véritable indépendance de la France, la véritable indépendance énergétique, passe par plus d'Europe et bien sûr la transition écologique. Est-ce qu'on peut considérer le Rassemblement national comme un actif russe ? C'est ironique. La question est posée, mais ils doivent tellement d'argent aux oligarques. C'est seulement ironique ou c'est pas seulement ironique ? Je pose la question. Je pose la question. Bon, on verra si quelqu'un vous apportera la réponse. Cette crise, ne met pas en cause que ce que vous appelez le courant souverainiste ou l'extrême droite. On voit aussi qu'entre Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, par exemple, puisque Yannick Jadot, vous soutenez sa candidature, bien sûr, le conflit, la divergence d'approche sur l'OTAN est importante ? Très importante. Je pense que Jean-Luc Mélenchon, peut-être pétri des conflits et des courants du XXe siècle, est resté un petit peu bloqué. On parle de non-aligné, c'est la conférence de Bandung, c'est 1955, c'est la moitié du XXe siècle. Et peut-être que par haine des États-Unis, toute sa conception tourne autour de cela. Et donc finalement, les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Et donc, parce que les États-Unis détestent le Venezuela, alors le Venezuela, c'est bien. Vous voyez, je pense que cette conception a vécu et qu'on ne peut pas dire que l'impérialisme russe est moins grave que l'impérialisme américain, finalement. D'ailleurs, les États-Unis, aujourd'hui, sont plutôt dans une forme d'isolationnisme. Ils quittent Kaboul sans prévenir leurs alliés. Tout l'enjeu pour nous, les écologistes, c'est de dire l'enjeu, c'est une défense européenne. Et je sais que quand nous disions ça, il y a quelques mois encore, on nous regardait avec un petit dédain. Aujourd'hui, on voit bien que l'enjeu, c'est la défense européenne. En 8 jours, le débat a beaucoup avancé. Le débat a énormément avancé. On peut le dire comme ça. Vu la gravité du sujet, on peut parler de position irréconciliable à gauche. C'est pas l'enjeu pour moi. L'enjeu pour nous, c'est, si vous voulez, nous sommes démocrates. Ce qui se joue en Ukraine, c'est la démocratie contre la dictature. C'est la paix et la sécurité en Europe contre la déstabilisation, l'intimidation et l'agression.
Nous sommes croyants et pratiquants. On est pour la démocratie en France. On souhaite que le débat présidentiel puisse s'enrichir des différents projets pour le pays. On est démocrate également donc à Kiev, à Taïwan ou à Hong Kong, évidemment. On ne le découvre pas, cette intimidation russe. Moi, j'étais moi-même observateur électoral en Ukraine en 2014, à Tcherkassy. Et on voyait une démocratie naissante qui voulait prendre en main l'avenir de son pays et qui invitait des observateurs internationaux à venir constater la réalité. Eh bien, à Tcherkassy, on avait accès au registre, on pouvait vérifier le dépouillement. Dans le Donbass, il n'y avait même pas de registre. Et il y avait un couvre-feu. Et donc, évidemment, il n'y avait pas de démocratie. Et vous avez raison de découvrir aujourd'hui l'autoritarisme ou la dictature russe. On le savait depuis un petit moment. On le savait depuis, bien sûr, depuis la Tchétchénie et les massacres à Grozny, depuis Alep en Syrie, la Géorgie en 2008 et bien sûr déjà la guerre en Ukraine en 2014. Campagne électorale présidentielle, le président de la République a dit ce matin dans les journaux « Je suis candidat ». Une lettre à tous les Français explique ou encadre cette déclaration de candidature. Vous avez lu la lettre? Oui. Alors? Bon, je te dis en même temps, il y a un peu de tout, il y a un peu de rien. C'est la fin d'un faux suspense et finalement il nous propose un nouveau mandat, on ne sait pas très bien pourquoi. Il va l'expliquer sans doute dans les jours qui viennent. J'aimerais y croire. Par exemple, il y aura sans doute un programme, il y aura sans doute des réponses à des questions. Mais vous voyez, quand on croit à la démocratie, par exemple, je pense qu'on aurait besoin d'un débat. Y participera-t-il? Osera-t-il y participer? Lui qui se vante de casser les codes, d'inviter McFly et Carlito à l'Élysée, va nous dire que, vous comprenez, en surplomb, un président sortant ne participe pas au débat télévisé. En même temps, il a peut-être autre chose à faire. Là, vous voyez. Ce matin, c'est une centrale nucléaire en feu. Hier, c'était autre chose. Demain, ce sera autre chose. Bon, évidemment, pas facile. Évidemment. Il n'empêche que je crois qu'il s'honorerait à participer vraiment à des débats, à défendre son bilan, parce que moi, je ne le connais pas. Il disait vouloir... lutter pour l'égalité, elles ont plutôt reculé. Lutter pour le climat, la France a été condamnée 2 fois par sa justice. Il a réintroduit des pesticides, des néonicotinoïdes. C'est la France qui est le seul pays européen à ne pas tenir ses engagements en matière de développement des énergies renouvelables. Et je le dis, nous disions, comme Yannick Jadot, nous préférons dépendre du vent que de dépendre de Poutine. Ça pouvait paraître un peu abstrait il y a encore quelques mois. Là, aujourd'hui, on est dans le dur. Notre porte-monnaie, la facture énergétique, les emplois, le climat et désormais l'indépendance du pays et du continent dépendent de cette transition écologique. Dans sa lettre, Emmanuel Macron dit, avec l'expérience, sur certains dossiers, il ne précise pas lesquels, j'agirai différemment. Est-ce que cette humilité vous a attiré votre attention? Alors, si vous avez lu, il dit nous aurions fait des choix différents. Nous n'avons pas tout réussi. Donc, et il dit nous n'avons pas tout réussi. Mais il dit instruit par l'expérience, je ferai des choix différents. Ouais, il avait dit ça aussi sur TF1. Je crois que c'était juste avant d'insulter les Français non vaccinés. Vous y croyez pas trop? Non, c'est un bon comédien. Pourquoi ça marche pas la campagne? Mais vous voyez, quand c'est lui, ça réussit, et quand ça réussit pas, c'est un nous. Voilà. Je pense qu'il a grand pouvoir, grande responsabilité. Il a eu trop de pouvoir, c'est le rôle du président de la République. Il a voulu décider en Jupiter de manière extrêmement verticale et je pense que le pays en a souffert. Il a beaucoup brusqué sur la réforme de l'assurance chômage, par exemple, sur ces inégalités profondes. Favoriser les plus riches avec la baisse des impôts pour les plus riches et les ultra-riches, et les compenser avec les ponctions sur les aides personnalisées au logement. Tout ça ne correspond pas à l'intérêt général. Donc ça, ce sont les éléments du débat. Il reste 37 jours avant le premier tour et Emmanuel Macron aura sans doute l'occasion, la saisira-t-il, on verra comment ça se passe, de répondre à toutes ces questions. On parle de la campagne de Yannick Jadot. Pourquoi ça ne marche pas? Mais le débat était un peu confisqué, vous l'avez peut-être vu, par la question sanitaire, aussi par les outrances de l'extrême droite, ce pseudo grand remplacement, qui est contredit par tous les faits statistiques. Ça a beaucoup pesé sur le débat. Bien sûr, maintenant, la guerre en Ukraine, mais je crois qu'au contraire, ces débats, faut-il plus ou moins d'Europe, et comment organiser la transition pour ne moins dépendre du gaz russe, on importe 17% de notre gaz depuis la Russie, c'est le cœur du débat. Ça ne marchait pas. La campagne de Yannick Jadot ne marche pas à cause des autres. Pas à cause de lui, de vous, de la difficulté à faire passer des messages, c'est pas terrible peut-être. Voilà. Il n'y a pas une remise en cause, il n'y a pas quelque chose qui manque dans votre campagne? Je crois vraiment que nous pouvons faire de nos convictions un vrai axe stratégique. Nous avons été constants, cohérents. Vous savez, dans ce
dans ce paysage politique où tout change tout le temps. On ne sait même pas très bien si les Républicains sont pro-européens ou non. Il y a encore quelques temps, dans leur primaire, ils voulaient bazarder tout l'acquis communautaire. Je crois que nous pouvons vraiment compter sur la constance, la cohérence. On n'a pas découvert hier les agissements de Vladimir Poutine et on ne s'est pas inventé pro-européen du jour au lendemain. Je crois vraiment que ça, c'est un point d'appui très très fort. Je pense même que ces idées sont majoritaires dans le pays. La question, c'est est-ce que les Français et les Françaises peuvent en faire un déterminant du vote? Et c'est tout l'enjeu de la campagne. C'est tout l'enjeu de ces débats télévisés où nous allons pouvoir parler de comment agir aujourd'hui pour éviter que les plus vulnérables payent le prix des efforts de guerre en Ukraine et comment sortir de la dépendance aux énergies fossiles dans l'avenir. Pour nous, ça passe par la transition écologique et par plus d'Europe. En tout cas, un peu plus d'un mois du premier tour, les intentions de vote restent très basses pour Yannick Jadot. Ça va se décanter. Écoutez, Vous êtes inquiet? On a vécu un peu le même schéma aux élections européennes. On était donné très très bas à quelques encablures du vote. Mais on serait d'accord pour dire ce matin que le deuxième tour, il ne faut même pas y penser pour vous? Ah, moi, je continue de penser que rien n'est fait. Et vous savez, ce ne sont pas ni vous ni moi qui faisons non, le ce sort sont des les élections. électeurs. Ce sont les électeurs. Oh, on est tout à fait d'accord. On va les laisser se prononcer le 10 avril. Mais enfin, si vous dites que vous pensez pouvoir être au deuxième tour, moi, je dis que je pense que ce sera très difficile. Très Et bien. voilà. Eh bien, laissons la campagne le décider. Le 10 avril, nous ferons les comptes. Sandrine Rousseau, on va parler d'elle. Alors, évidemment, j'imagine votre embarras. Elle était l'opposante de Yannick Jadot lors de la primaire des écologistes. Concurrente, elle n'était pas opposante. Elle était D'accord, c'est compétitrice. compétitrice, voilà, d'accord. Elle s'était Donc, d'ailleurs engagée à le soutenir. elle a là-dessus. perdu, elle s'est engagée à le soutenir, mais visiblement, elle regarde la campagne d'un œil très critique. Le journal Le Parisien a publié hier des propos de Sandrine Rousseau. Elle a cette phrase qui est assez drôle, mais est-ce qu'elle est fausse? Elle dit Emmanuel Macron et Éric Zemmour racontent une histoire et Yannick Jadot, ils vendent des chaudières. Alors, je trouve Oui, ça, c'est pas. assez rigolo, mais On a eu... pas faux. En fait, il y a énormément de critiques de la part de Sandrine Rousseau. Alors, vous savez, je ne vous l'apprends pas, c'était lors d'un déjeuner, et donc c'était des phrases dites en off, c'est-à-dire ouais. en fait des confidences qui ne devraient pas sortir, et un de vos confrères les a sorties. C'est pas la première fois. Et voilà, à un moment, faut Oui, mais enfin, en même temps, Mais si vous... la critique de l'intérieur est tellement forte qu'à un moment, mais je suis c'est pas... hypocrite de rester dans la campagne. Mais oui, c'est ça. Par cohérence, finalement, si vous pensez ça et si vous dites ça aux journalistes, alors dans ce cas-là, il faut sortir. Les journalistes Simplement, rendent service quelquefois. Ce qui était constaté par l'équipe de campagne, si l'ambition personnelle de Sandrine Rousseau n'est pas compatible avec le fait de constater que c'est en fait Yannick Jadot le candidat, eh bien, il vaut mieux qu'elle Ça vous fasse ses affaiblit quand critiques. même, non? C'est un désordre. C'est vraiment pas, vous voyez, dans la période... Je pense qu'il y a des choses plus graves, oui, ça c'est sûr. C'est ça, voilà. Mais quand même, malgré tout, c'est un manque de cohérence, d'unité, de camaraderie. Enfin, ça donne une image. C'est perturbant dans une campagne. Ce qui nous affaiblit, Ouais. c'est finalement si une ambition personnelle ne s'inscrit pas dans le collectif. C'est-à-dire que vous avez Yannick Jadot, bien sûr, ses porte-parole, les partenaires du pôle écologiste, et l'ensemble des militants et militantes qui, dans cette campagne qui ne prend pas vraiment, ne ménagent pas leurs efforts. Et donc, c'est vrai que si vous avez quelqu'un dans la campagne, vous savez, c'est une course d'aviron, tout le monde doit ramer. Il y a quelqu'un qui peut s'abstenir de ramer, c'est pas grave, le bateau Mais continue. si vous ramez en sens inverse, c'est pas possible. Donc voilà, je ne sais pas ce que ça donne elle comme est direction. parfaitement libre de faire ses critiques en dehors de la campagne et qu'elle laisse les écologistes faire campagne. Une sombre histoire, j'ai deux questions rapides pour terminer, mais une sombre histoire. On dit que le directeur de campagne de Yannick Jadot, qui s'appelle Mounir Sabouri, a tenté de soudoyer, c'est ça, les organisateurs de la primaire populaire. Il leur a proposé de l'argent. Non, tout est faux. Alors, C'est le journal Mediapart qui Mounir raconte Satouri, cela. député européen. C'est le journal Mediapart Oui, qui le raconte. bien sûr. 150 000 euros auraient été proposés. Les dirigeants de la primaire populaire, je ne sais pas si c'est public, mais disent qu'effectivement, ils ont été approchés par le directeur de campagne de Yannick Jadot. Et vous le démentez. Entièrement faux. Donc c'est Mounir Satouri, directeur de campagne et député européen, qui est accusé. Entièrement faux. Cette somme n'a jamais été versée, ni même envisagée. Une manipulation. Versée, non. Personne ne dit qu'elle a été versée. Voilà. Qu'elle a Ni été même proposée. envisagée. Ni même envisagée. Elle n'a pas été proposée. Non, absolument pas. Elle n'a pas été Et proposée. donc Elle n'a pas été proposée. ces animateurs de Elle n'a pas été proposée. Non, en D'accord. question. D'accord. Ces animateurs de la primaire populaire, quel gâchis d'ailleurs au passage. Quand je pense à l'énergie déployée, à la sincérité qu'ont mise les plus de 400 000 personnes qui ont pu voter pour avoir une candidature finalement en plus, en trop malheureusement, quel gâchis. Là, l'enjeu tout simplement, c'est de se rappeler, il y a une seule candidature de l'écologie et de la justice sociale, c'est celle de Yannick Jadot. Et donc Mediapart raconte des choses qui n'existent pas, des choses fausses. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Bon,
Bah, écoutez, vous vous exposez peut-être à... Non, je suis dans l'article et je dément, il n'y a pas de... Et vous J'ai suivi cette démentez. affaire, évidemment. Et donc, c'est une affaire qui est close. Je reconnais que celle-là non plus n'est pas la plus importante, mais elle était étonnante. Pour terminer, Christiane Taubira s'est retirée. Christiane Taubira était réputée proche de vos idées. Vous avez un dialogue avec elle? Vous avez un contact? Vous pensez Il y a eu qu'elle va quelques soutenir échanges. Yannick Jadot? Il y a eu quelques échanges. J'en veux un petit peu finalement aux personnes qui l'ont presque manipulé, qui lui ont dit de partir en campagne un peu tard, on va dire comme ça, et qui peut-être l'ont abîmé au passage. Donc elle a porté de grands combats. Comme le dit Yannick Jadot, elle est la bienvenue dans la campagne si elle veut s'investir dans la candidature de l'écologie et de la justice sociale. Elle va le faire? Elle va vous rejoindre? Elle est parfaitement libre. C'est vraiment à elle de le décider. Il n'y a pas de précipitation, visiblement. Il n'y a pas de sa part, hein, je veux dire. Hein. Il n'y a pas d'enthousiasme, pas... Enfin, bon... Elle est parfaitement libre. Voilà. Pas évident. Elle a, je crois, déployé beaucoup d'énergie dans cette campagne. Ça s'arrête sur un obstacle ou un verrou, celui des 500 signatures, parce que une campagne ne s'improvise pas, évidemment. Elle est la bienvenue si elle veut continuer ses combats sur l'humanisme, sur le progressisme, sur le féminisme, l'internationalisme, la démocratie, la paix, la sécurité. On ne pensait pas, hein, il y a quelques mois, que la gauche serait dans un état aussi de débilité. Même les représentants des grands partis ne passent pas la barre des 5% des intentions de vote. C'est vraiment une élection qui échappe totalement à la gauche. Il faudra penser à la reconstruction. Je crois que le mot gauche a été profondément abîmé. Vous êtes à gauche? Oui, bien sûr. Le mot gauche a été profondément abîmé. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a un enjeu entre les réactionnaires, les conservateurs et les progressistes. Le nouveau progressisme, c'est l'écologie. Si vous voulez, des services publics, l'égalité femmes-hommes, l'égalité salariale, l'égalité femmes-hommes, la lutte contre les discriminations, la paix, la sécurité en Europe, c'est l'écologie. Je le redis, la véritable indépendance du pays, la véritable indépendance énergétique, la condition de notre propre diplomatie, de notre autonomie stratégique en France et en Europe, c'est la transition écologique. Voilà, c'est dit. Ce sera le mot de la fin dans notre entretien, Julien Bayou.